En tous les cas, honoré encore une fois de vous recevoir dans les après-midi de la tech. Une session pleine et entière aujourd'hui sur les médias à l'heure du numérique. Pleine et entière parce que nous avions abordé, mais indirectement et très vite lorsque nous consacrons un panel au basculement par le Sénégal dans la télévision numérique terrestre, le sujet dont nous ferons le suivi plus tard d'ailleurs, nous avions abordé la thématique. Ce 14 avril 2021, quel business model viable pour nos médias qui ont fonctionné, qui fonctionnent toujours avec le vieux et quasi éternel code de la publicité? J'en ai parlé dernièrement avec le doyen Mamadou Bal qui va nous rejoindre un peu plus tard. Qu'en est-il d'ailleurs de ce code, comment l'adapter aux nouveaux enjeux à l'heure de la TNT, des réseaux sociaux et d'Internet? Nous avons l'immense honneur de recevoir des confrères de renom dont on connaît bien les noms pour me répéter le travail au Sénégal et ailleurs. Fatima Wan, journaliste au service Afrique de France 24 en ligne de Paris, que l'on salue. En ce moment même, elle prépare son journal de l'Afrique sur France 24. Nous l'avons déjà enregistré sur bien des aspects de notre thématique du jour parce que pour nous, il était intéressant d'avoir un confrère basé en dehors du Sénégal et même de l'Afrique, de préférence basé dans un pays occidental, pour nous dire comment, quel est le regard que ce confrère ou cette consoeur-là a sur la thématique quand on parle des business models, parce qu'on sait que de l'autre côté, on est très en avance, comme on est très en retard également. C'est un peu une sorte de barbarie et de civilisation au cœur d'un monde qui est très en avance. Comme on peut le voir également, le Sénégal est très en avance par rapport à l'Europe et à l'Amérique sur le mobile money, par exemple, sur Montega et Abdou Diaw de Le Soleil ne me démentiront pas. Mamadou Bal, on va démarrer par lui, expert audiovisuel, ancien directeur de la télévision nationale, la RTS1. Il va nous rejoindre donc, comme expliqué tout à l'heure plus tard. Abdou Diaw est déjà avec nous, journaliste économique et financier, lui-même artisan et animateur d'un rendez-vous économique les week-ends en ligne. On en profite pour le féliciter. Mariam Sira Bomboté, Communication Officer à TDS SA. Elle va se présenter un peu plus tard, nous parler également des activités de TDS dont nous avons reçu ici même le directeur général il y a quelques mois. C'était un panel auquel avait également participé Mamadou Bal, notre confrère expert audiovisuel. Mohamed Fall Al-Amin, également convié par nos soins, qui va nous rejoindre aussi plus tard. Il fait partie de ces acteurs de la presse qui ont compris les nouveaux enjeux. Enfin, on espère, il nous dira. Mountaga Sissé, expert des télécoms, blogueur et surtout, et c'est pour cette dernière casquette d'ailleurs que nous l'avons invité, Mountaga Sissé, surtout formateur en nouveaux médias. Encore une fois, je le remercie pour avoir été un admirable formateur au CESTI de Dakar. Bienvenue à tous. Merci au public en ligne, toujours au rendez-vous. Pour commencer, la parole à Fatima Wan de France 24, façon d'introduire le sujet. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Fatima Wan qui va nous parler un peu, nous donner son regard de femme de médias en dehors du Sénégal. Comment elle voit déjà ces nouveaux business models qui s'imposent aujourd'hui aux médias. Mais dans un premier temps, nous lui avons demandé quel était son regard, elle, journaliste d'ailleurs, sur l'utilisation des TIC dans les médias au Sénégal comme en Occident. Et voilà la réponse qu'elle nous a donnée. L'usage d'Internet, évidemment, pour les médias occidentaux, ce qui est très curieux, en fait, c'est que ici, ils sont à la fois en avance et en retard. D'ailleurs, on le voit sur pas mal de sujets, c'est-à-dire que à la fois, ils ont une maîtrise des outils numériques, ils les ont créés, etc. Et si je dois parler que de la France, par exemple, à certains niveaux, on est très en retard sur l'utilisation du numérique. C'est-à-dire que les journalistes, il y a encore une caste au sein des journalistes, on va dire, d'un certain âge, pour ne pas être médisante en France, qui rechignent à utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils pensent que oui. Ça fait moins sérieux, ça fait un peu plus jeune, etc. Donc c'est une langue, un langage qu'il faut apprendre et apprivoiser. Et d'un autre côté, sur le continent, moi je vois des gens qui sont très à l'aise avec les outils numériques. Par contre, la technologie ne suit pas forcément. La technique n'est pas forcément au rendez-vous. Parfois, on veut faire un direct où il n'y a pas Internet. Le débit n'est pas assez fort, etc. Donc, il y a
comme ça des espèces de réticences technologiques qui bloquent certaines évolutions. Donc, en fait, les différences, elles sont plus nuancées et il faut aller dans le détail pour voir ce qui change entre la France et entre l'Occident et l'Afrique, par exemple, d'une manière générale, même si on doit caricaturer. Donc, en fait, il y a de l'envie d'un côté et pas de moyens techniques suffisants pour accompagner cette envie-là. Et de l'autre côté, il y a une réticence alors que les moyens technologiques sont là. Donc voilà, donc il y a des différences comme ça qui sont voir des deux côtés, mais c'est une chance pour tout le monde finalement. Donc là aujourd'hui, il ne faut plus être dans le. Je pense que c'est vraiment un combat derrière que de se dire est-ce qu'il faut être sur le numérique ou pas. Je pense que là maintenant tout le monde est convaincu, je pense, enfin j'espère en tout cas. Les modèles économiques doivent absolument évoluer parce que effectivement, si un média doit intervenir, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre un média avec ses règles déontologiques et son travail, c'est-à-dire ça emploie des journalistes qui effectuent un travail, c'est très différent du café du commerce ou de n'importe quel kidam, de n'importe quel usager qui utilise Internet pour dire ce qu'il veut, pour caricaturer. On a une responsabilité déontologique et ça nous engage juridique. C'est-à-dire qu'on peut être condamné pour diffamation, etc., etc. Les employeurs ont à perdre. Donc tout ça, ça exige une rémunération. Donc évidemment, ce modèle économique doit être réfléchi en conséquence pour assurer la rémunération de ces journalistes qui travaillent, tout simplement. Et je pense qu'il faut se départir de cette idée que finalement les journalistes s'amusent parce que l'outil est là, est à portée de main et qu'en fait, on irait le travail qu'il y a derrière. Il y a un véritable travail. Il faut évidemment de la formation derrière. Il faut former les gens qui travaillent et qui utilisent ces outils, certes, mais il faut rémunérer. Un travail doit être rémunéré. Je pense que ça, c'est la base. Qu'on fasse une émission sur le net ou à l'antenne, c'est le même travail, c'est l'outil qui change, mais c'est le même travail. C'est pas parce qu'il y a une facilité de diffusion, de création, etc., qu'il y a une négation du travail entrepris. Et pour moi, ça c'est très important. C'est là où les gens doivent faire des efforts, je dis les gens d'une manière générale, mais les employeurs, les investisseurs, tous doivent faire un effort. Et aussi évidemment le public. Le public doit se rendre compte qu'il y a un travail derrière et qu'il faut le rémunérer. Donc s'il y a de la publicité, par exemple, comme il y a de la publicité à la télévision, c'est normal parce que cette publicité-là peut servir à rémunérer. Mais il faut aussi réfléchir à une redevance, ça peut être une redevance sur tous les outils numériques, les abonnements, que sais-je, il y a énormément de pistes dont j'ai entendu parler, qui sont intéressantes et qu'il faut creuser. Parce que finalement, des journalistes qui sont si on paupérise ces milieux-là et si on dévalorise ce métier, et simplement, c'est la qualité de l'information qui en pâtit. Voilà. Ils ne sont pas des professionnels qui ne doivent répondre à rien, qui n'ont pas de cahier des charges, qui n'ont pas de formation. Et en fait, on n'a aucune garantie sur la qualité des résultats. On n'aurait pas idée de se faire opérer par n'importe qui. On voudrait se faire opérer par un vrai chirurgien qui a fait une carrière, etc. Et si jamais il y a quelque chose qui est raté, on puisse se retourner vers le chirurgien. Mais si on se fait opérer par le boucher, on ne peut pas se plaindre que l'opération est mal faite. C'est pas Voilà, Fatima Wan, notre consoeur et sœur de France 24, que l'on va entendre également sur d'autres thématiques. J'aimerais d'abord, pour le public présent, c'est que le doyen Mamadou Bal s'installe, donner la parole à l'ancien directeur de la chaîne nationale, la télévision, expert audiovisuel. Je sais, Mamadou Bal, que ce n'est pas la première fois que vous réfléchissez à ces business models concernant les médias à l'heure du numérique. Vous déjà, lorsque vous étiez à la RTS, c'était comment? Vous vouliez changer comment la donne quand on parle de business model? Quand on parle des... J'entends très mal là. Oui, je donne d'abord la parole à vous, Mamadou Bal, parce que vous avez été directeur de la chaîne nationale, la télévision nationale, pardon, la RTS. J'imagine que quand on parle de business model des médias, ce n'est pas aujourd'hui que vous commencez à y réfléchir. Déjà, vous, à l'époque, vous vouliez comment ces nouveaux business models, ces nouveaux modèles économiques qu'il fallait adapter à la nouvelle donne? Exact. J'y ai beaucoup réfléchi et pendant des années. Je dois dire que depuis les années 2008, ça me trotte à la tête parce que j'ai fait partie du comité numérique national qui avait en charge d'étudier le développement de la TNT au Sénégal. Et évidemment, il fallait tenir compte de tous les paramètres.
Mais le plus important était de comprendre qu'à l'heure du numérique, avec des exemples qui nous étaient donnés dans le Nord, essentiellement au Canada pour mon observation et aux États-Unis, il fallait comprendre que le modèle économique de la télévision tel que nous la connaissions n'était plus viable. Absolument pas. Je me souviens encore des années où, pour regarder la télé, il y avait toute une famille qui se regroupait dans un salon. Oui. Le téléviseur était là, il y avait une télécommande. On se disputait d'ailleurs des fois. La télécommande. Telle ou telle autre chaîne. J'ai dit à ce moment-là, le patron, le maître à bord, c'était le directeur des programmes qui était quelque part et qui vous proposait un programme de telle heure à telle heure, gare à vous si vous le ratez. Qu'on vous annonce quand est-ce que ça va être rediffusé. Il faut se rendre compte de l'évidence. Le modèle économique a changé et a complètement changé. Aujourd'hui, on regarde et écoute la radio quand on veut, comme on veut, où l'on veut, avec ce qu'on veut. C'est à la demande, comme on dit, c'est à la demande. Si on veut. Oui. Quand vous êtes indépendant, quand vous avez la possibilité de regarder l'émission que vous voulez en dépendant pas d'un directeur de programme, mais simplement de votre bon vouloir, du temps que vous réservez à une émission, mais vous êtes indépendant de ce téléviseur. Le téléviseur qui ne remplit plus la fonction de télévision comme vecteur, mais qui est là, connecté à l'Internet comme un ordinateur, qui te permet de regarder les chaînes de télévision, mais bien d'autres choses. En fait, le téléviseur est devenu un ordinateur. Dès qu'il est smart, il est devenu ordinateur. Et du même coup, et la tablette, et le téléphone, le smartphone, etc., tout cela réuni fait que les annonceurs sont dit, écoutez, nous n'avons plus que la télévision, notre cible n'est plus devant la chaîne de télévision, nous allons suivre notre cible là où elle est. Et la cible est tout le temps et toujours et 24 heures sur 24 connectée à quelque chose. Il peut ne pas être la télévision. Mais là où est la cible, dans les réseaux sociaux, l'annonceur les trouve maintenant. Là où est la cible, que ce soit sur YouTube, une chaîne de télévision, un bouquet, la cible y est à l'heure qu'il faut, parce que peut-être de façon omniprésente toujours. Évidemment, tout cela fait que le monde que nous vivions avec la télévision a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je pense que ce que nous avions comme donne, qui était qu'une chaîne de télévision privée devait être essentiellement financée par la publicité, n'est plus vrai. À moins, et c'est là le problème, à moins de changer la façon de travailler, les objectifs, la façon d'amener les émissions en profitant de l'avènement du numérique. On peut faire autre chose que de prendre une émission. Il faut être suffisamment créatif pour aller vers ce que font les opérateurs de téléphonie actuellement, parce que de toute façon, il va y avoir une convergence. Tout à fait. Qui fera que l'éditeur ne sera plus éditeur de chaîne de télévision simplement, mais qu'il vendra des produits dérivés, des produits qui peuvent même être cherchés comme métadonnées quand on a une télécommande qu'on peut actionner à tout moment. Excusez-moi d'être... Merci beaucoup, doyen. Vous avez très bien fait de donner ces précisions. Effectivement, là, on entend très bien l'ancien directeur de la télévision nationale, mais également l'expert audiovisuel. Et je précise que le débat va être élargi à la presse aussi, quoi. Comme on disait à l'époque, la presse, autrement dit, la presse écrite, avec évidemment Abdou Diaw, journaliste au journal Le Soleil, journaliste économique et financier. Mais j'ai envie de rester un peu sur l'audiovisuel en donnant à présent la parole à TDS pour trahir un peu une discussion avec, il y a quelque temps, le directeur général Amadou Diop, que l'on salue d'ailleurs, qui est avec nous. Et je disais à Amadou que, effectivement, sinon lui me disait que TDS était prête, comme société, à accompagner les acteurs. Parce que là, actuellement, nous vivons une transformation digitale de la presse, qu'on le veuille ou non. Ça me permet de poser la question à la Communication Officer de TDS, Mariam Sirab Bombatier, qui est également avec nous. Mariam, du côté de TDS, comment comptez-vous accompagner les acteurs de l'audiovisuel vers le basculement, disons, vers les nouveaux modèles économiques? Alors, bonjour, cher Ousmane, bonjour, chers co-panélistes. Salutations bonjour, également au public qui nous suit. Vous m'entendez tous très bien? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Oui. En fait, j'ai des soucis un peu avec la connexion. Ça risque séparage. Je mets
Ça risque de partir, mais bon, mais alors, si ça se complique, on s'adapte comme les médias. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, hop, attendez un instant. Bon, c'est pas grave, je commence et puis si ça se coupe, de toute façon, vous m'entendrez. Oui. Donc, alors, j'aimerais tout d'abord remercier Ousmane pour cette invitation qui sera donc l'occasion d'apporter ma contribution sur la question cuisante des répercussions de la transition numérique sur les modèles économiques, sur le modèle économique des médias audiovisuels notamment. Alors, pour ceux qui connaissent, ce ne sera qu'un rappel. Pour les autres, je me permets juste cette petite introduction. Donc, TDS SA que je représente aujourd'hui est l'opérateur de diffusion nationale au Sénégal depuis sa création en 2017. Alors, est-ce que TDS compte accompagner les médias audiovisuels à l'ère numérique dans le renforcement de leur modèle économique? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc, je m'explique. Déjà, histoire de préciser le cadre de cette réflexion. Premièrement, rappelons que l'activité de TDS, nouvel acteur de la chaîne de communication audiovisuelle, tourne exclusivement autour de la diffusion de contenu audiovisuel par voie numérique. Autrement dit, TDS, donc comme je l'ai précisé tantôt, est un opérateur de diffusion. Deuxièmement, rappelons également que cette activité donc de TDS s'inscrit dans le cadre du Code de la presse qui, entre l'article 151, proscrit de manière catégorique le cumul des métiers de la chaîne de communication audiovisuelle à l'ère numérique. Donc, j'ai cité l'édition de services, donc les éditeurs, les chaînes télévisées, la distribution de services qui concerne les distributeurs de bouquets payants et la diffusion donc de contenu audiovisuel qui nous concerne, nous. Alors, la première incidence de cette transformation, de cette transition numérique, c'est la cohabitation donc de ces trois acteurs. Je rappelle, les éditeurs de services, les distributeurs de services et l'opérateur de diffusion que nous sommes. La deuxième incidence, c'est que tout changement de paradigme implique nécessairement des réaménagements. En l'occurrence ici pour la chaîne de communication audiovisuelle, il s'agit d'une révision donc du positionnement de tout un chacun, donc de chaque acteur, et d'une réorganisation des rapports entre les différents acteurs. Aujourd'hui, résultat, nous avons donc les médias audiovisuels qui détiennent le contenu audiovisuel, les distributeurs de bouquets payants qui, eux également, ont un contenu à mettre à disposition des populations, et enfin, nous, TDS, l'opérateur de diffusion, qui est en charge donc exclusive de la diffusion de tous ces contenus audiovisuels dans le cadre de la TNT. Donc, en ce qui concerne les modèles économiques, maintenant, il faut savoir que voilà, les rapports ont été revus et donc TDS facture aux médias audiovisuels et aux distributeurs la collecte, le transport et la diffusion des contenus. Donc, à première vue, on peut penser qu'il y a un poids supplémentaire imposé aux médias audiovisuels, mais en réalité, l'introduction du nouvel acteur que nous sommes est une aubaine pour eux. C'est un allègement des tâches? Voilà, absolument, exactement. Donc, non seulement l'opérateur de diffusion que nous sommes vient les décharger du poids de la diffusion et de toutes les charges que cela implique, mais en plus de cela, nous venons force de proposition. Et c'est là que ça devient intéressant en ce qui concerne les modèles économiques. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, à travers notre catalogue de services, travaillé sur plusieurs créneaux que nous savons impulser et sur lesquels les médias audiovisuels aujourd'hui peuvent capitaliser. J'entends par là des services tels que l'archivage, mais bien évidemment à condition que nous ayons à disposition un contenu donc qualitatif, attractif, voire même précieux. Pourquoi? Parce que quand on parle d'archivage, ok, il y a du stockage, mais nous parlons également d'indexation. Il y a une organisation et cette organisation vise à pouvoir exploiter le contenu stocké de manière voilà, plus fluide, plus facile. Par exemple, si je prends l'exemple de l'application MyTF1, c'est du contenu qui est archivé et qui est réutilisé donc, sur une autre plateforme. Donc, la télévision, donc la télé, la chaîne de télévision TF1, et donc regardez voilà, sur cette autre plateforme qui peut-être ou très certainement fait l'objet voilà, d'un revenu sharing. En tout cas, on a une possibilité ici de générer, voilà, de générer du chiffre, voilà, on a un relais de croissance. En plus de l'archivage, on peut aussi parler de la mesure d'audience, la médiamétrie, ça je pense que je vous apprends rien, ça va être juste, je vais juste venir en appoint. Allô? Mariam qui a apparemment quelques soucis.
Oui, nous allons allô? donner la parole à Abdou. Ousmane, on l'entend bien, hein? Allô? Ah, c'est Nous vous peut-être entendons bien. à son niveau alors. Allô, Ousmane? Ah, je pense que le souci, c'est se situer peut-être à son niveau. Je pense que vous pouvez continuer le temps qu'il vous Vous entend. entendez très bien? Oui, bon, j'ai quelques scrupules quand même, vu que c'est lui l'hôte. Donc, alors, je vais peut-être essayer de le joindre sur son téléphone. Ah, ouais, bon, je pense qu'on va quand même l'attendre. Je m'excuse, hein, j'essaye de le joindre. Apparemment, c'est lui qui a des soucis de connexion. Oui, a parce qu'il priori, oui. Mhm. n'est plus en ligne. OK. Ah, he's back. Désolé, ça doit être ma connexion. Oui, non, pas de souci. Bon retour, hein. Nous t'avons été fidèles, on a été très sages, on t'a attendu. C'est très gentil. Raison pour laquelle vous gagnez 1 minute de plus. Hein. C'est un gars? Bon, ok, Ouais, d'accord. Ok, super, merci. Alors, je prends. Donc, je vais peut-être reprendre au niveau de l'archivage où Ousmane, Oui. tu t'étais arrêté où? Voilà, Oui, bon, j'avais parlé en tout cas de l'archivage, qui était une solution que nous visions à proposer donc à nos clients qui sont des éditeurs et qui oui. peuvent être un relais de croissance, mais qui est aussi une page de convergence dans le sens où on peut, sur ce créneau, développer des solutions qui vont nous orienter éventuellement sur un système de revenus sharing. Ensuite, la mesure d'audience. Donc, comme je disais tantôt, je pense que c'est quelque chose qui est familier à tous les participants. Oui. En quoi est-ce que la mesure d'audience aujourd'hui est non seulement un créneau que nous proposons, mais également une solution pour renforcer leur modèle économique, une solution pour les éditeurs pour renforcer leur modèle économique, c'est tout simplement qu'elle leur permet de savoir valoriser leur contenu, qu'elle leur permet de savoir valoriser leur grille de programme et par conséquent de faire exploser le sport quand il s'agit de la publicité. Parce que, bon, ça coule de source, plus le média est attractif, plus évidemment on veut s'y associer. Donc, la mesure d'audience peut être un tremplin. Donc, c'est des choses que nous proposons, mais qui peuvent bénéficier donc finalement aussi à nos partenaires, médias audiovisuels. Les services également à valeur ajoutée, les services OTT. Au niveau de TDS, nous avons travaillé aussi également sur une solution qui est encore en cours de développement, mais en tout cas qui permet de proposer voilà, des solutions pour soutenir les médias audiovisuels dans la refonte, allons dire, de leur modèle économique dans le cadre de la télévision numérique terrestre. Merci. Merci beaucoup, Mariam Sira Bombaté, Communication Officer à TDS. Et ça, évidemment, vous reviendrez sur d'autres aspects parce que nous ne faisons que commencer quand on parle des business models de la presse. Abdou, à présent, votre regard sur le sujet. Le doyen Mamadou Bal disait que à l'heure actuelle, le directeur des programmes ou le directeur des contenus, comme on dit ailleurs, pour faire plus moderne, qu'il n'a plus le monopole un peu des programmes, du choix même des auditeurs, des téléspectateurs. Mais est-ce que cela, tous nos patrons de presse l'ont compris, Abdou? Est-ce que ce n'est pas là où gît le problème? En fait, Ousmane, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et encore merci pour d'avoir bien voulu m'associer à ce panel. Je note quand même des profils extrêmement importants et très intéressants aussi. Et moi, si vous permettez, effectivement, rebondir, évoquer surtout l'aspect concernant la presse écrite, parce que c'est une entité aussi, effectivement, de ce paysage. Et moi, je dis que, en fait, la presse écrite est vraiment le parent pauvre de cette révolution technologique ou bien de cette percée numérique digitale. Contrairement aux autres types de médias, à savoir la télévision, la radio. Et c'est l'un des secteurs quand même, disons, l'un des secteurs
le moins avancé en termes d'adaptation, comparé effectivement à l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous avez les télévisions qui sont déployées effectivement sur le net. Elles sont parvenues effectivement à mettre en place d'autres supports plus adaptés par rapport aux besoins de consommation effectivement de la population. Mais vous prenez la presse écrite, le terrain reste vierge. Vous prenez la presse écrite, actuellement, c'est extrêmement difficile de trouver effectivement un organe de presse ou bien un journal qui est parvenu effectivement à mettre en place des innovations. Et je pense que le modèle économique que nous connaissions, le modèle économique de la presse écrite, fondé sur le triptyque, à savoir la vente, à savoir la publicité et l'aide à la presse. Mais ce modèle aujourd'hui ne peut plus continuer. Le modèle ne peut plus continuer, d'autant plus que les médias, les journaux sont aujourd'hui concurrencés donc, par des plateformes, par les médias sociaux, y compris les réseaux sociaux, des articles qui sont repris. Et aujourd'hui, on constate une migration de la publicité vers d'autres plateformes plus digitales, ce qui n'est pas... Et du coup, cela peut avoir des répercussions, des conséquences sur le modèle économique, effectivement, de la presse écrite. Donc, ce modèle économique, effectivement, classique est appelé à se réinventer et appelé, effectivement, à être repensé pour l'adapter au contexte actuel, marqué donc par la forte percée du numérique. Pourquoi? Je vous donne l'exemple. L'exemple patent, c'est l'étude qui a été réalisée par le CEDEF, le Comité des éditeurs et diffuseurs de presse au Sénégal. Entre avril et juin, en raison de la pandémie de Covid-19, les médias, sur une étude qui a été réalisée par des experts comptables d'ONECA, il y a eu une perte de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Dû à quoi? Les facteurs qui sont essentiellement évoqués, parce qu'à un certain moment, on a considéré les journaux comme des vecteurs potentiels de transmission de ce virus. Et du coup, les gens ne sont plus enclins effectivement à acheter du papier. Et du coup, cela est tout ce manque à gagner. Déjà, la vente n'était pas florissante. Maintenant, si la situation sanitaire vient effectivement confirmer ou bien rendre la situation beaucoup plus difficile, mais donc ça devient plus compliqué donc, pour la presse écrite. La publicité, il faut le dire, la publicité, c'est juste une poignée de journaux qui s'accaparent effectivement, qui, disons, captent une bonne partie de la publicité. Et maintenant, l'aide à la presse, mais l'aide à la presse, elle est ponctuelle. Même si elle a été doublée, passant de 700 millions à 1,4 milliard, mais c'est ponctuel. L'aide est là pour régler des questions conjoncturelles, pour rester des questions bien ponctuelles. Mais alors que les journaux traversent une situation beaucoup plus structurelle en termes de rémunération, en termes de dotation d'équipement et de l'acquisition de papier, qui sont les postes de dépenses les plus essentiels pour ce qui est du fonctionnement d'un journal. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, le digital est là, mais on est en train de regarder avec de gros sans pour autant réagir. Quels sont aujourd'hui? Il y a 25 quotidiens qui paraissent tous les jours au Sénégal. Est-ce que quelqu'un connaît un journal qui a une application, un journal qui a un site web digne de son nom, qui ne fait pas de la reprise des articles? Je ne parle pas vraiment des sites qui reprennent leur... Non, je parle d'un site d'information quand même qui est tout à fait autonome, indépendant de la rédaction physique, de la rédaction classique traditionnelle que nous connaissons. Il n'y a pas d'écriture web, quoi, vous voulez dire? Il n'y a pas d'écriture web. L'écriture web, mais non, mais l'écriture, parce que vous lisez un article du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait des hyperliens, des hypertextes, des images, des vidéos, des vidéos, etc. Donc là, l'écriture web, bon, vous l'avez appris, en tout cas, nous tous, nous l'avons appris au CESTI, donc des cours d'écriture web. Et là, parce que qu'est-ce qui est à l'œil? Parce qu'on n'a pas des ressources humaines formées effectivement à ces modules. Et dans ce cas, les médias ne vont pas suivre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes d'adaptation, mais en termes d'innovation, mais aussi de mettre en place de nouveaux supports qui peuvent effectivement accompagner. Et je termine sur un point. Vous prenez certains journaux, comme vous avez bien fait d'inviter quelqu'un d'autre de l'étranger. Vous prenez Le Monde, vous prenez Jeune Afrique, vous prenez Figaro. Aujourd'hui, les articles les plus denses, vous ne pouvez lire que 25% de cet article. Et les 75%, ils te diront, effectivement, il faut payer à travers les moyens de paiement, que ce soit Mastercard, Orange Money, etc. Aujourd'hui, c'est le cas de Jeune Afrique aussi, hein? Précisez que c'est le cas de Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique, à 90%,
vous savez, Jeune Afrique entend bientôt mettre en œuvre son plan stratégique. Son plan stratégique. Et aujourd'hui, plus de 80% par exemple des articles de Jeune Afrique sont aujourd'hui monétisés. Et je pense que nous devons effectivement adopter ça, même si la population reste effectivement, disons, méfiante par rapport à est-ce que la population va acheter, mais il faut d'abord tenter. Et je pense que des modèles économiques comme celui de Plenel de Mediapart et d'autres ont réussi à effectivement imposer ce modèle, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est qu'il faut impérativement changer le contenu médiatique. Tu ne peux pas effectivement monétiser des comptes rendus de réunions de ministres ou bien etc. Il faut des dossiers quand même, des reportages, des enquêtes, des portraits, et les gens sont prêts effectivement à mettre de l'argent, et du coup cela peut contribuer à innover davantage le modèle économique qui, je vois, quand même reste désuet au regard de l'évolution technologique que nous connaissons actuellement. Merci, merci beaucoup Abdou Diaw, journaliste au journal Le Soleil, journaliste économique et financier. Et je pense que le panel du jour est aussi le panel de Mountaga Cissé, évidemment, parce qu'on parle de... Lui est un formateur aux nouveaux médias, et quand on dit nouveaux médias, on dit tout. Mountaga, une première question. Comment expliquez-vous la non-réaction, je voudrais vraiment l'appeler comme ça, ou la non-réaction simplement des médias au Sénégal globalement? On regarde Internet venir, aller, revenir, mais on n'adapte pas nos modèles économiques. C'est de l'inconscience, c'est de la négligence, c'est de l'ignorance? Alors, merci Ousmane encore une fois pour cette invitation, et je salue tous ceux qui sont dans ce panel, les éminentes personnalités qui sont là et ceux qui nous suivent également en ligne. Pour répondre à ta question, Ousmane, le premier constat qu'on peut faire avec la presse sénégalaise versus la presse en ligne, c'est la différence de paradigme. Si je donne l'exemple des États-Unis, les plus grands médias en ligne aux États-Unis, c'est d'abord des médias classiques, New York Times, Washington Post, etc. Si vous prenez l'exemple de la France, c'est Le Monde, c'est Les Échos, etc. Les médias en ligne qui ont un très bon modèle économique. Mais au Sénégal, les médias en ligne qui sont au devant de la scène, ce sont des pure players, c'est-à-dire des médias qui existent exclusivement sur Internet. Les médias classiques qui ont été là, Le Soleil, Sud, Walf, etc., ont du mal à s'imposer sur Internet, même si on voit que depuis pratiquement 2-3 ans maintenant, des médias comme Libération, Le Soleil Online, Enquête, ils commencent à se positionner sur Internet. Et cette non-réaction, comme tu l'as dit, Ousmane, je pense que ça se trouve du fait qu'on n'a pratiquement pas pris au sérieux Internet pour les médias. C'est-à-dire que les médias se sont dit que Internet ne constitue pas et ne constituera pas une menace pour leur activité. On a toujours privilégié les médias classiques, la radio, la presse écrite, la presse en ligne. Et comme le doyen Bal l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous vivons une convergence des médias. La radio peut être en ligne carrément. La télé, aujourd'hui, quand je regarde ce que fait le groupe E-Média, c'est pratiquement une convergence des contenus. La radio, on la regarde sur Facebook. La télé, on peut également la suivre à la radio pour certaines émissions, etc. Donc, cette convergence-là des médias, ce sera l'avenir. Et donc, avoir bien sûr un socle, ça peut être Internet, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se connecte sur Internet. La digitalisation des médias, ça existe et on l'a constaté. Les jeunes aujourd'hui qui ont des smartphones, sur leur téléphone, il n'y a plus la bande FM. On ne peut plus capter la bande FM sur des smartphones d'aujourd'hui, peut-être sur les téléphones qui datent de plusieurs années maintenant. Et donc, si une radio, par exemple, n'investit pas dans une application, eh bien, cette radio aura du mal à se faire écouter d'ici les prochaines années. La TNT avec TDSA qui est arrivé avec une panoplie d'applications qui vont tourner autour de cela. Donc ça, c'est le numérique. Si les télés ne s'adaptent pas, elles vont mourir. Mais moi, j'aimerais plutôt axer mon intervention sur la presse en ligne, qui est le secteur que je maîtrise le plus.
Et le modèle économique de la presse en ligne est resté longtemps sans véritablement évoluer. Et c'est ce modèle-là qui est carrément menacé. On a parlé tout à l'heure des abonnements sur des sites comme Jeune Afrique, comme sur Le Monde, etc. Et je pense que c'est ça l'avenir. Ce modèle, c'est quoi en fait, Ousmane? Oui. Le modèle publicitaire classique, c'est-à-dire que comme on le faisait à la radio ou au niveau de la presse écrite, la presse en ligne, c'est longtemps donc concentré sur le modèle publicitaire classique. Je suis une entreprise, une organisation, je suis un ministère, je veux faire de la publicité, je contacte le site abc.com, par exemple, je lui dis, Oui. ben, j'ai une bannière que je veux afficher sur ton site pour une semaine, combien je paye? Il lui dit 500 000, on est d'accord. Ce modèle-là, il est en train d'être menacé par deux choses. D'abord, les GAFAM qui sont là. Je donne l'exemple de Google AdSense. Donc, Oui. ce qui fait qu'un annonceur, s'il fait le calcul entre la dépense qu'il va donner à un site abc.com pour afficher sa bannière ou bien passer sur une régie publicitaire de Google pour faire donc afficher la publicité sur AdSense, pas seulement sur le site abc.com, mais sur sa chaîne YouTube, sur d'autres sites concurrents, pour le même montant, eh bien, l'annonceur a vite fait son choix, il va aller chez le GAFAM à côté. Il y a aussi l'autre modèle de sponsoring, c'est-à-dire, je suis un annonceur, je dis à Ousmane, bon, on va signer un partenariat, comme ça, tu seras obligé de reprendre toutes mes communications, tous mes communiqués, de couvrir toutes mes manifestations. Mais ça, il y a un jeu qui est là. Parfois, certains médias acceptent de le jouer, ce jeu-là. D'autres médias qui ne le font pas et ça risque d'entacher un peu leur crédibilité. Du coup, donc, leur modèle est difficile à asseoir, à imposer. Et je pense que le meilleur modèle aujourd'hui qui s'applique, c'est le modèle du freemium, c'est-à-dire mettre en ligne un certain nombre d'articles. Abdou Diaw l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas vendre l'actualité. Si eMedia.sn dit que pour accéder à son site, il faut un abonnement, il faut payer 3 000 francs par mois, les gens peuvent être d'accord. Mais si je retrouve les mêmes informations sur eMedia, un site pour lequel j'ai déjà payé, sur un autre site qui me l'offre gratuitement, je vais me désabonner. Mais si eMedia investit dans l'information avec du recul, tout ce qui est enquête, tout ce qui est investigation, tout ce qui est reportage approfondi, je peux prendre. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal, c'est que très peu de sites Internet, très peu de sites d'information investissent dans ce créneau-là et du coup, ils ont du mal justement à vendre l'information. Merci, merci beaucoup Mountaga. Je retourne la parole au doyen Mamadou Bal, ancien directeur de la télévision nationale. Aujourd'hui, doyen, c'est quoi le problème? Mountaga n'a pas répondu directement à ma question, mais parfois en observant, en scrutant, même si ce n'est pas la lune, on voit qu'on n'avance pas. Beaucoup de médias, effectivement, Mountaga a raison de le rappeler, pensent qu'il suffit de mettre un direct 20h ou 19h pour être digital. Est-ce qu'on touche réellement le problème? Est-ce qu'entre vous, lorsque vous étiez directeur de la chaîne nationale, vous parliez entre patrons du secteur? Est-ce que le CEDEPS fait des avancées là-dessus? En fait, M. Gay, je crois que le problème, il est général. La réflexion doit être très, 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 très large. Pour la bonne et simple raison qu'il faut que nous soyons conscients que le monde est en train de changer sous nos yeux. Aujourd'hui, nous parlons de modèle économique concernant la publicité, par où elle va, on va pouvoir la capter, etc. Comment nous allons nous adapter au nouveau modèle économique qui concerne la communication audiovisuelle. Mais ce qui change, c'est tout, de tout. Il n'y a pas d'exception. Il faudrait que nous, Africains, nous comprenions que c'est comme si nous étions en train de prendre un train en marche qui ne nous attendra pas. Il faut que nous y allions. Il faut que nous ayons le pied sur le marche, le pied posé sur le marchepied. Parce que de toute façon, ce train-là avancera, avec ou sans nous. Oui. Tout à l'heure, quand j'entendais M. Diaw parler de la presse écrite, mais la presse écrite, elle va s'adapter ou mourir. Elle va s'adapter ou mourir. Il va falloir compter sur autre chose que la publicité qu'on envoie à un journal, comme on le voit tous les jours, tel journal est rempli de publicité, donc il y a de l'argent. S'il n'y a pas de publicité, il n'y en a pas. Il va falloir aller chercher la publicité là où elle est, ou en tout cas croiser son chemin
un peu comme celui qui veut acheter ou qui veut exposer sa marchandise, qui allait au marché tous les matins et l'exposer, quand il se rend compte que la population qui achète, les acheteurs potentiels vont plutôt au supermarché. Mais tu vas au supermarché exposer ton produit. C'est ça la réalité. C'est une image, une parabole que je fais, une image, mais la réalité de la chose, c'est que la presse écrite devrait comprendre, à l'image de ce que font Jeune Afrique et autres qu'il a cités, ou des médias européens ou américains, il va falloir être innovant. Il va falloir faire preuve d'imagination pour aller capter la publicité et l'amener là où elle veut aller, le chemin qu'il a pris. Parce que simplement, la publicité, de plus en plus, ce qui la génère, ce qui la vend ou ce qui la propose, le font pour toucher le maximum de personnes possibles. La cible est très large. Pourquoi je vais diffuser un spot à la télé seulement ou une annonce dans un journal seulement? Si en le faisant par les réseaux sociaux, je peux avoir 1 million, 2 millions, voire 1 milliard de personnes en même temps. Il faut s'adapter. Oui. C'est un peu aller dans le sens de ce que fait TDS. TDS, nous en parlons tout le temps. Hier encore, j'en parlais avec des amis, mais TDS n'est pas chargé que de la diffusion. Il y a un écho qui me parvient. Ah, désolé, excusez-moi. Allez-y, doyen. Oui, oui. TDS n'est pas simplement oui. un organe de télédiffusion. TDS, ses missions sont très larges. Et ces missions, les plus importantes, ce seront peut-être l'archivage et la mesure d'audience. La mesure d'audience pour que chacun ou chaque émission puisse être pesée. Pas mesure d'audience pour savoir quelle est la chaîne de télévision ou radio qui est devant telle ou telle autre, mais quelle est l'émission qui peut être, qui est la plus regardée, donc qui peut être le mieux à pouvoir porter de la publicité. C'est très important et pour le directeur de programme qui va réorganiser sa grille de programme. C'est très important pour l'animateur qui va pouvoir juger son émission, mais c'est surtout important pour l'annonceur qui va pouvoir savoir où placer sa publicité. Mais exactement, il faudra qu'à cet annonceur-là, on lui propose non seulement un bon produit, mais qu'on lui dise, écoutez, ce produit-là, il est multimédia. Vous allez le trouver sur YouTube, vous allez le trouver dans les réseaux, vous allez le trouver, c'est une émission de télévision, c'est un contenu, mais vous allez le trouver un peu partout sur tout ce que nous avons comme support médiatique, support multimédia. Et ça, c'est excessivement important. Et c'est là où TDS va jouer un grand rôle. Quand on arrive à agréger tout ce qu'il y a comme diffusion de contenu, quand on peut les proposer par VOD, quand ça peut être accompagné de publicité, une publicité ciblée parce qu'on a les outils de mesure d'audience, ça devient quelque chose d'assez important. Et là, M. Diaw parlait tout à l'heure de la presse écrite, il doit se dire que la presse sénégalaise, ayons le courage de le dire, est invendable. Parce que les journalistes, une fois sortis du CESTI, on leur apprend insidieusement que pour être un bon journaliste, il faut parler de politique et de politique politicienne sénégalaise. Tous les matins, quand vous ouvrez un journal, il faut que vous ayez, et c'est les mêmes personnes que vous voyez en titre, la photo d'un homme politique qui raconte sa vie, qui raconte ses objectifs, qui dit n'importe quoi pour ne pas se faire oublier. Et les journalistes sont contents de dire j'ai telle personnalité, tel homme politique. La communication, l'information, ce n'est pas seulement ce que des politiciens, ce que des hommes politiques, je ne dis pas les hommes politiques seulement, mais des politiciens professionnels, ce qu'ils veulent dire. Ils sont à courir derrière des politiciens professionnels qui les utilisent. Ils ne s'en rendent même pas compte pour dire quoi? La même chose sur chaque médium. Et le résultat, tous disent exactement la même chose. Je disais tantôt à un de mes camarades, c'est extraordinaire qu'on se rende compte que les journalistes copient les non-journalistes. Quelqu'un qui fait la revue des presses à sa manière, d'une façon vraiment théâtrale, et qui ose même commenter. Une revue de presse, tu commentes les articles des gens. Mais il le fait de façon théâtrale et tu vas te rendre compte que ce sont de vrais journalistes formés à bonne école qui vont imiter des non-journalistes pour se faire une popularité. Ça n'est pas sérieux. Aujourd'hui, la presse sénégalaise se limite aux chiens écrasés, comme on disait. C'est toujours des politiciens professionnels qu'on retrouve. Vous les vendez à qui? Vous dites tous la même chose. Vous les vendez à qui?
Vous avez un site en ligne, mais les gens ne vont même pas y aller. Ils vont se limiter à simplement regarder la revue de presse en se disant, de toute façon, ce qu'il y a dedans, ce sont des commentaires et personne ne va me commenter l'actualité. Dites-moi ce qui se passe, ne le commentez pas pour moi. Il faut que les journalistes fassent une rétrospective, se disent que leur métier est ailleurs. Ils sont en train de sortir des sentiers. Et il est évident que l'aide à la presse ne sera pas toujours là pour alimenter financièrement des journaux qui ne cessent de naître. Dans un pays comme le nôtre, il y a 25 quotidiens. 25 quotidiens à lire par qui? Ce n'est pas sérieux. Il y a 18 chaînes de télévision, 19 chaînes de télévision à regarder par qui? On ne le sait pas. Il faut que nous nous adaptions. Il faut que nous sachions simplement que le monde est en train de changer. On ne sera pas dans 20 ans pour se dire, voici ce qu'on aurait dû faire. Il faut que nous commencions à le faire dès maintenant pour que nos enfants puissent continuer sur la même trace. Ça, c'est quelque chose de très important. S'adapter ou périr. Le multimédia est là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut être imaginatif, il faut être créatif. Et il faut savoir simplement que ce monde ne nous attendra pas. Et ce n'est pas valable seulement pour nous, hommes de communication, c'est valable pour le fabricant de beignets, c'est valable pour le fabricant de chaussures. Le monde change. Et Ousmane, je voudrais bien attirer l'attention là-dessus. Oui. On ne le sent presque pas, mais tous les jours, ça change. Jamais un jour ne ressemble à celui de la veille parce qu'il y a quelque chose de nouveau, que quelqu'un de créatif a apporté, que nous allons capter en nous disant, mais ça c'est possible, hein? Il l'a fait. Et pourquoi? Mais ça sert à quoi? Etc. Mais ce n'est pas important, c'est très important. C'est très important. Les journaux, la presse écrite, si elle ne change pas, elle disparaîtra. Et l'aide à la presse n'y pourra rien du tout. Absolument rien du tout. Les télévisions, les chaînes de télévision, il faudrait qu'elles s'adaptent. Si elles ne s'adaptent pas, elles disparaîtront. Quelqu'un me demandait tout récemment un conseil parce qu'il voulait créer une chaîne de télévision. Je lui ai déconseillé de faire une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision, tu gères une grosse machine. Aujourd'hui, le patron de la chaîne de télévision, c'est celui qui gère les contenus. Crée plutôt une société de production, fabrique du contenu qui pourra revenir, que tu pourras rajeunir, que tu pourras vendre dans 20 ans. Ce contenu-là, c'est une manne financière qui peut dormir pendant longtemps, mais le vrai propriétaire des chaînes de télévision, c'est le propriétaire des contenus, c'est le producteur. Et les chaînes de télévision européennes et autres l'ont compris depuis très longtemps, elles ne fabriquent plus de contenu. C'est d'autres qui les fabriquent pour eux, qu'ils fassent leur métier, que chacun fasse le sien, en sachant que la chaîne de valeur a évolué et nous sommes obligés d'évoluer avec. Excusez-moi. Merci beaucoup Mamadou Bala, vraiment toujours pertinent sur ces sujets qu'il connaît par cœur, expert audiovisuel. La parole à présent à Mariam Sira Bomboté de TDS. Oui, merci Ousmane. Alors moi, j'écoute beaucoup, voilà, de manière très religieuse mes co-panélistes et bien évidemment, j'ai mon avis, mais ça me permet de confronter et de plus en plus, je suis convaincue de plus en plus qu'il y a peut-être un problème de prise de conscience. Donc, je m'explique, M. Ball a répété à plusieurs reprises qu'il fallait comprendre que le monde était en train de changer et qu'il y avait un train en marche et que de toute façon, il va y aller, il ne va pas nous attendre. Effectivement, moi, je pense qu'il y a peut-être un souci au niveau de la compréhension des réels enjeux de la transformation qu'on est en train de vivre actuellement. Oui. C'est une transition qui, bien évidemment, a été encadrée par les décideurs, le ministère de la Culture et de la Communication qui a la gouvernance du secteur audiovisuel, le CNRA notamment qui est le régulateur en vigueur des contenus audiovisuels. Ils ont joué leur partition dans ce changement de paradigme. Ils continuent d'ailleurs de le jouer. Mais en réalité, dans cette transition, tous les acteurs auront leur partition à jouer. Lorsque le CNRA a récemment organisé des rencontres, non seulement pour informer des nouvelles dispositions juridiques et réglementaires qui allaient accompagner la transition, il avait également pour but de créer des synergies entre les acteurs de la chaîne de communication audiovisuelle, dont nous. Donc, ce sont des rencontres qui avaient pour objectif ultime la signature de conventions et cahiers de charges qui vont régir les rapports entre les différents acteurs. Mais toujours est-il que d'ici là, elles permettent de créer de l'émulation entre les différents groupes concernés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, de discussion,
tout changement est difficile. Et il est important que les acteurs se rencontrent, se confrontent, trouvent des axes de convergence ou pas, mais en tout cas, qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et ce sont ces discussions qui vont permettre à tous les acteurs de prendre conscience réellement de ce que cette transition implique, des répercussions qu'elle va avoir et éventuellement des opportunités qu'elle présente. Nous, quand nous en avons pris conscience, nous, TDS, même avons une démarche où nous avons approché donc, nos partenaires éditeurs de services, donc les chaînes télévisées, pour discuter avec eux, connaître un peu leur position, savoir comment est-ce qu'ils se projetaient et faire une confrontation avec là où nous en étions nous et savoir éventuellement sur quelle plage de convergence on allait pouvoir avancer ensemble. Il y a également un code de la presse qui est le livre sacré aujourd'hui des médias et qui constitue une référence précieuse, un guide pour tout acteur de la chaîne de valeur. Donc, moi, je pense qu'en termes de sensibilisation, en termes de capacitation, en termes de discussion, les choses sont dites, mais encore faut-il que les différents acteurs se l'approprient. Et c'est important de noter, effectivement, le numérique aujourd'hui est une occasion inouïe tant pour les médias audiovisuels que les autres acteurs du paysage audiovisuel de réécrire l'histoire de la télévision. Mais il reviendra à tout un chacun de savoir saisir cette opportunité, donc les opportunités notamment qui vont se présenter et de se positionner. Appropriation, adaptation. Moi, je pense que le meilleur aujourd'hui est réalisable tant que les esprits sont ouverts et convergent tous vers l'ambition d'une télévision sénégalaise encore plus attractive, plus riche, plus diversifiée, parce que c'est aussi le contenu qui va faire la différence en réalité. Aujourd'hui, de par notre introduction, donc je parle au nom de TDS, de par l'introduction de l'opérateur de diffusion dans la chaîne de valeur audiovisuelle, c'est donner l'occasion aujourd'hui aux médias audiovisuels de se concentrer sur leur métier. De pouvoir produire, je dirais même pas plus, mais en tout cas de pouvoir produire mieux, de manière plus pertinente, qu'on ait des contenus qui aient du sens, des contenus qui reflètent aujourd'hui nos valeurs. Là, j'en reviens à de l'authenticité. Et je pense que c'est sur tout cela que tous les autres acteurs vont pouvoir capitaliser. Mais encore est-il qu'on a beau dire les choses ont beau être là, il est important que chacun, à son niveau, s'approprie et accepte, même si ce changement est difficile, accepte de surfer sur la vague, d'épouser cette transition qui, de toute façon, comme l'a dit tout à l'heure M. Ball, va se faire. Donc voilà, moi, c'était ma position à mon niveau. Moi, je pense que déjà, le fond du problème, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience des réels enjeux de l'environnement et accepter une acceptation de ces changements. Merci beaucoup Mariam de TDS SA. Je reviendrai un peu vers Fatima Wan tout à l'heure, notre consoeur de l'autre côté. Mais Abdou Diaw, est-ce qu'on peut détailler un peu quand on parle des business models les nouveaux qui s'imposent? Une télévision A, par exemple, au Sénégal, A ou B ou X, elle doit s'adapter comment? Quand on parle de business model, de nouveaux business models, ça devrait être quoi exactement? Si on peut être plus concret et plus profond dans le décryptage. Bon, moi, je pense que déjà, je salue toutes les idées qui ont été développées et vraiment d'une pertinence remarquable. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite. À deux niveaux, d'abord, le journaliste lui-même, l'acteur lui-même doit accepter d'évoluer. L'acteur doit accepter de s'adapter effectivement au nouveau contexte. La formation, vous prenez certaines écoles, la formation, c'était limité effectivement au module classique, le traitement de l'information, disons, la vérification des faits, les techniques d'écriture, les genres rédactionnels, etc. Là, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, même peut-être, cela ne suffit maintenant plus au regard de la situation. On parle de quoi? On parle de JRI, journalisme reporter d'image. Aujourd'hui, le journalisme classique ne suffit pas effectivement pour compétir ou bien pour, disons, candidater, disons, il faut impérativement une polycompétence, être en mesure non seulement de faire les activités des journalistes que nous connaissons, mais aussi d'être en mesure de monter les images, d'être en mesure effectivement de terminer tout le montage. Peut-être l'inconvénient, c'est qu'ici, on peut s'attendre à ce qu'il y ait
en fait, renforcer le chômage parce que certains, ceux qui avaient les qualités de monteurs, des qualités de preneur de son ou bien de gérer certaines tâches, effectivement, vont partir. Parce que le journaliste lui-même est aujourd'hui capable, effectivement, d'exercer ses activités. L'autre niveau, c'est maintenant la boîte, l'entreprise. Est-ce que, moi, je pense que l'initiative, effectivement, doit venir du top management. Oui. Comme M. Ball l'a dit tout à l'heure, il faut que les chefs d'entreprise, ceux qui dirigent les entreprises de presse, acceptent d'opérer des réformes en interne. Et maintenant, comment mettre en œuvre effectivement ces points? D'abord, il faut une réflexion. Dans toute chose, il faut une réflexion, il faut un plan stratégique avec des axes clairement définis et des objectifs clairement identifiés. Et maintenant, si on n'a pas l'expertise interne, mais il faut solliciter l'expertise externe, autrement voir quelles sont les personnes vraiment, les personnes calées, les personnes qui sont quand même formées à ces modules pour pouvoir quand même produire quelque chose. Et concrètement, je pense que la télé est plus ou moins plus adaptée par rapport à la presse écrite. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, je ne sais pas si on peut l'appeler une innovation. Vous avez presque toutes les télévisions qui sont vraiment 24 heures sur 24, qui sont en ligne. Les éditions sont presque aujourd'hui retransmises en direct sur Facebook, etc. Et ce qui manque, elles n'ont pas exploité, elles n'ont pas mis en valeur ces acquis à travers les réseaux sociaux. La radio peut-être est plus ou moins, disons, résiliente par rapport à cette innovation. Je pense que les changements, c'est dans la production, comme M. Bala a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de télévisions ont externalisé certains services parce qu'on dépense moins lorsqu'on sollicite, lorsqu'on achète une production d'une unité externe que de vouloir effectivement fabriquer un programme ou bien fabriquer même des émissions. Maintenant, la presse écrite, moi, je pense que la presse écrite, moi, l'essentiel, l'élément fondamental, c'est la production. L'élément fondamental, c'est le contenu médiatique. Il faut revoir la manière même de couvrir certains événements et surtout insister sur le contenu parce que c'est le contenu qu'il faut commercialiser. Et comme Muntaga l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas retrouver la même information et vouloir la monétiser ou bien vouloir la commercialiser. Il faut, je pense, bien revoir le contenu médiatique, mais aussi innover en mettant en place d'autres supports. Et l'application, mais il y a certaines applications qui sont certes gratuites, mais aussi on peut avoir des applications qui sont tout à fait payantes. Et là, je pense que c'est une source de monétisation. Oui. L'autre chose, mais l'événementiel aujourd'hui, c'est vrai, l'événementiel doit aussi être effectivement dans le champ d'application de ces organes. Parce que vous avez un journal qui a un portefeuille d'annonceurs extrêmement important. Mais si aujourd'hui on peut organiser des rencontres B2B, mais tout en restant effectivement dans le champ, éviter de rester dans le champ classique d'informer, mais l'événementiel aujourd'hui constitue un tuyau extrêmement important en mettant en cohabitation les annonceurs, mais aussi ceux qui veulent investir, parce que, comme M. Bal l'a dit tout à l'heure, il faut sortir effectivement du carcan politique, parce que c'est la politique, etc. Cela ne reflète que le contenu que nous avons dans nos médias, parce qu'actuellement, les enjeux, c'est quoi? C'est l'économie. Les enjeux, c'est quoi? C'est la finance. Les enjeux, c'est quoi? C'est le digital. Maintenant, comment capitaliser ça? Je pense qu'il faut impérativement que toutes les parties prenantes de l'entreprise de presse puissent jouer effectivement leur rôle, que ce soit la rédaction, que ce soit effectivement l'administration, mais aussi l'expertise externe qui n'est pas effectivement dans l'entreprise. Il faut effectivement solliciter pour pouvoir donc mener en place, mettre en place une stratégie sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, avec des objectifs clairement définis, mais aussi comment mettre ça en œuvre. Et dans ce cas, c'est là où il est important quand même d'avoir toutes les sommités, d'avoir toutes les expertises nécessaires effectivement à la réussite donc, de cette transformation qui est inévitable pour pouvoir réussir un nouveau modèle économique bâti au regard de la situation actuelle marquée par une forte donc, percée du numérique. Merci Abdou Diaw. Muntaga Cissé avant Fatima Wal. Muntaga. Oui, effectivement, alors j'active ma caméra. Effectivement, sur ce point, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Hein. Je vais commencer par là où Abdou a terminé, la presse écrite. Aujourd'hui, la meilleure façon pour la presse écrite de s'en sortir, c'est de conjuguer un peu le présent du futur. Je donne l'exemple. Une actualité aujourd'hui,
on ne peut plus attendre le lendemain pour la traiter. Si je suis le soleil, par exemple, puisque Abdou est au soleil, s'il se passe quelque chose, j'ai ma plateforme lesoleil.sn, j'ai la page Facebook Le Soleil Online, etc. Je peux déjà commencer par traiter l'actualité sur cette plateforme-là. En attendant, parce que ça, c'est une information à chaud, que si moi, je ne la traite pas, bien sûr, mes autres confrères vont s'en occuper. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit très rarement une exclusivité détenue par un seul organe de presse. C'est très rare aujourd'hui. Avant, on voyait souvent des exclusivités, même pour la presse écrite. Mais aujourd'hui, bon, il suffit que Ousmane donne une exclusivité dans son journal de midi à iRadio pour qu'à 13h, toutes les autres radios en parlent, prennent cette information-là, la creusent. Comme la leur parfois. Voilà, c'est ça, malheureusement. Et même certains sites Internet qui vont prendre l'exclusivité de iRadio donnée par Ousmane pour la considérer comme leur propre exclusivité en mettant à la place iRadio, en mettant leur organe. Ça, c'est du voilà, ça, c'est du partage, ça, c'est autre chose. Pour revenir un peu sur la question, un média classique, donc de type presse écrite, qui veut s'en sortir, doit normalement aller dans tout ce qui est contenu traité avec du recul. Je ne sais pas quel est le jargon utilisé dans le monde des journalistes. C'est-à-dire faire en sorte que le lendemain, le format, l'angle de traitement que vous allez donner de cette information-là sera différent de l'actualité qui avait été traitée dans le journal. Ou bien, ce qu'on voit souvent, certains médias français, par exemple, c'est une actualité qui sera traitée dans le journal apparaître le lendemain. Il y a certains éléments qui seront déjà diffusés sur le site Internet avec un format multimédia. Par exemple, une interview avec Ousmane Gueye, on prend quelques éléments de cette interview-là qu'on met en ligne. C'est du multimédia sur le site Internet. Et même aujourd'hui, on a vu certains médias utiliser des plateformes beaucoup plus jeunes, comme Snapchat, comme TikTok, comme Instagram, etc., avec des vidéos de type vertical, pour permettre à cette audience-là qui ne va jamais acheter un journal papier, à les toucher et à les pousser à s'intéresser au site Internet du journal en question. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est de ne pas essayer de tout faire soi-même. Parce que le problème avec nos médias ici au Sénégal, c'est qu'on a l'impression qu'un organe de presse doit être en mesure de faire le traitement jusqu'à la diffusion de l'information en interne. Et aujourd'hui, l'exemple le plus parlant, c'est TDS-SA avec l'externalisation du transport du signal télévisuel. Les radios, les médias classiques peuvent également s'inspirer de ce modèle-là. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, rien que le papier, il y a eu l'exemple sur la COVID, le fait de toucher le papier, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la presse écrite ne va jamais mourir, le papier ne va jamais disparaître, mais il y aura de moins en moins de gens qui vont aller acheter le journal format papier. Mais je peux quand même acheter le journal format électronique, soit le PDF, même si lire un PDF sur un ordinateur n'a pas assez de confort. Moi, je préfère acheter un journal au clic. Par exemple, si je fais un abonnement de 3 000 francs par mois pour un journal comme l'Observateur, par exemple, je peux me permettre de lire tous les articles au compte-gouttes de l'Observateur. Je ne suis pas obligé d'attendre chaque matin à 8 heures pour avoir tous les articles, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel article, on n'attend pas, on le traite, on le diffuse sur Internet. Je pense que ce sont des exemples à adopter. Et puis le dernier exemple que je donnerai, c'est la presse en ligne qui est en train de se transformer en télévision en ligne. Pratiquement, si vous regardez le top 5 des sites Internet les plus visités au Sénégal, tous ces sites Internet ont leur chaîne YouTube, ont leur pratiquement système de télévision. Il y en a même une, pour ne pas le nommer, LRL.net, qui a sa chaîne de télévision qui est présente sur la TNT, pour vous dire tout simplement que si c'est un créneau qui n'est pas exploité par les organes de presse classiques, eh bien, les pure players vont encore les retrouver sur leur terrain. Et le professionnalisme n'aidant pas, même si moi, par exemple, j'ai la chance d'enseigner les nouveaux médias depuis 2012 au CESTI, mais bon, c'est un très petit nombre de personnes
comparé à tous les journalistes qui sont au Sénégal. Et puis, il n'y a pas pour ceci qu'on enseigne les nouveaux médias, bien entendu. Mais c'est un secteur très complexe qui nécessite une mise à jour continue. Moi-même, qui suis formateur, je suis obligé de me reformer sur des nouveaux outils. On parle de Clubhouse, de TikTok qui n'existait pas il y a 5 ans, alors que j'avais déjà commencé à enseigner les nouveaux médias, pour dire que c'est un secteur qui bouge énormément, qui se met à jour de façon continue. Et là, on est obligé de suivre pour s'adapter. Oui, une seconde, il y a un avion qui passe et curieusement, presque chaque 16h11, le mercredi, il y a un avion qui passe. Mais un dernier mot avec vous quand même avant de vous revenir un peu plus tard, Moutaga. Ce que l'on voit également, et moi, on peut le saluer en tant que journaliste, c'est des sites Internet qui font maintenant des matinales. Et l'avantage que ça donne, c'est qu'il y a un allègement. Par exemple, une télévision, elle va mettre énormément de moyens dans l'acquisition de matériel gigantesque, très coûteux. Là où, par exemple, un site Internet avec peu de moyens fera une belle matinale qui peut être suivie de partout. Vous en pensez quoi? Je parle de la matinale de Seneweb. Oui. Oui, la matinale, oui, qu'il faut saluer, hein, c'est une bonne chose. Deux choses à retenir pour moi. Hein. La première, c'est que les sites Internet qui sont en train de faire ça, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que ils sont en train de faire de la télévision linéaire, alors que là, c'est derrière nous. Le contenu Internet ne doit pas être linéaire. C'est quoi? C'est-à-dire que mercredi, tous les mercredis à 15h, il faut être là pour suivre l'émission Les après-midi de la tech d'Ousmane Gueye. Si je rate ça, je vais perdre l'émission, alors que ça, c'était la télé d'avant. Aujourd'hui, un programme de télé, on n'est pas obligé d'être là à l'heure précise. Je peux venir, par exemple, si c'est sur YouTube, à 15h05, mais j'ai raté 5 minutes, je peux positionner mon curseur sur le début pour regarder, ou bien le lendemain pour regarder. Il arrive très souvent que je rate tes émissions Ousmane ici ou bien les dimanches e-tech. C'est rare que j'écoute au niveau de 90.3 le dimanche à 12h30. Je l'écoute en ligne quand tu le partages pour dire tout simplement que cet aspect linéaire-là, il faudra le mettre de côté. Maintenant, sur l'aspect lourdeur technique, c'est quand même une bonne chose parce que la production de contenu aujourd'hui ne nécessite plus de moyens très lourds. Même si faire de la télé, c'est du matériel, c'est de la technique, il faut quand même investir sur du matériel pour produire ce contenu-là. Mais si une télévision le comprend bien, elle ne se mettra pas à produire ce contenu-là, mais plutôt que de l'acheter. Pourquoi pas une télé qui collaborerait avec le site Seneweb pour que Seneweb produise la matinale et que la télé la diffuse. Ça va alléger un peu cette chaîne sur tout ce qui est production, parce que la production, elle coûte cher. Et du côté de Seneweb, puisque c'est un pure player, et ils seront en mesure de recruter les personnes ressources, de produire le contenu, de lui donner assez de qualité sur la vidéo, sur le son, sur l'animation, etc. Et le diffuseur sera à la télé qui va également continuer sur Internet avec tout ce qu'il y a comme échange, tout ce qu'il y a comme interaction des internautes. Merci Moutaga. Je demanderai un peu plus tard à Mariam Sira Bomboté, pardon, Mariam de TDS. Si un jour c'est envisagé au Sénégal qu'on sépare l'activité de diffusion de l'activité de production. Mais avant d'y arriver, j'aimerais redonner la parole à Fatima Wan de France 24. Là, elle donne un peu son regard sur effectivement cette innovation qui s'offre à nos médias et de quelle façon on devrait pouvoir s'en approprier. Donc, il fallait forcément quelques voix et quelques voix à l'œuvre au sein des médias. Et je trouve que c'est une très, très bonne chose, une chance pour la société. Globalement, la partie qui a tout à jouer, les médias africains en particulier, ont tout à gagner d'investir dans le secteur digital, d'utiliser le digital et le numérique pour justement tirer leur épingle du jeu face aux concurrents internationaux qui sont tout puissants. On sait que les satellites cher, etc., que les
métier, pas plus cher. Et la réactivité que permet le digital, la formation sur le tas et être plus près du sujet est une véritable chance. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que quelle que soit la puissance d'un média international occidental, il ne pourra jamais être aussi près du sujet du terrain que peut l'être un journaliste local, notamment avec la proximité géographique. Le digital est une véritable chance, une grande opportunité pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus, que le digital est une chance pour nos médias qui doivent se transformer digitalement. Mariam de TDS, est-ce que c'est envisagé ou envisageable au Sénégal qu'on sépare un peu les deux activités mentionnées tout à l'heure, la production de la diffusion? Alors, a priori non, parce que quand on produit, de toute façon, il faut être diffusé et voilà, la loi a conçu les choses ainsi. Nous sommes là aujourd'hui pour diffuser les contenus audiovisuels. En revanche, là où le challenge va se faire, ce sera peut-être au niveau du type de diffusion. Donc, je m'explique, on a parlé beaucoup d'une grande transformation, on a parlé de digitalisation, on a parlé d'adaptation, et il s'avère que nous constatons quand même aujourd'hui que les contenus produits sont consommés différemment. On est dans une télévision différente, de plus en plus digitale, de manière imaginée, c'est simplement c'est simplement la télé sur le portable, la télé sur la tablette. Moi, j'ai même vu la télé sur la montre, c'est phénoménal et extraordinaire. Alors, encore une fois, nous allons devoir redoubler d'efforts en termes d'adaptation. En tout cas, nous, TDS, en tant qu'opérateur de diffusion, nous avons bien compris qu'il y avait des réponses fortes à apporter à cette problématique, qui est une problématique plus qu'actuelle. Et puis, on a réussi à trouver quand même des axes de convergence avec notre mission de service public que nous endossons. Donc, nous nous sommes mis au défi de verrouiller des solutions pour mettre la télévision numérique à portée de tous, donc de tous les Sénégalais, quel que soit leur âge, quelle que soit leur appartenance socio-ethnique, que ce soit leur catégorie socio-professionnelle, leur position géographique. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que diffuseurs, nous avons pour objectif d'exploiter ces contenus qui vont être diffusés pour les emmener partout, à tous les Sénégalais, qu'ils soient ici au Sénégal ou qu'ils soient ailleurs, qui qu'ils soient, ou qu'ils soient sur le territoire ou ailleurs. Et plus qu'une promesse, en réalité, le numérique à portée de tous, donc qui est aujourd'hui notre signature, est un leitmotiv qui nous accompagne au quotidien dans le cadre de nos activités et qui nous permet de nous surpasser et de nous surpasser surtout en termes d'offres. Il va falloir valoriser, il va falloir trouver des solutions pour monétiser également. Et il nous faudra faire preuve d'audace notamment et d'agilité pour établir donc des partenariats adéquats pour relever donc le défi des nouveaux usages. Donc moi je parle de partenariat parce que comme je l'ai dit tantôt, a priori la diffusion et la production aujourd'hui ne sont pas dissociables. Nous cohabitons et nous avons tous intérêt à réfléchir à des solutions, à des plages de convergence pour asseoir finalement la souveraineté de l'État sur ce concept de transition de l'analogique au numérique. Pardon. Merci. Mamadou Bal? Oui, moi je voudrais saluer et bien apprécier tout ce que j'ai entendu et revenir un peu sur ce que Mountaga a dit tout à l'heure. C'est très important pour la presse écrite. Si Abdou m'entend bien, il a donné tout à l'heure, Mountaga, une très bonne idée, une très belle idée, qui est dans la mouvance de ce que nous sommes en train de dire. Je peux lire la presse écrite, d'accord, mais est-ce que je suis obligé d'attendre le matin pour le faire? Si, quand une information tombe, je vais dans les réseaux sociaux, mon ordinateur, l'Internet, et je retrouve un article. Parce que je suis abonné. Mais si je suis toujours bien informé de la sorte, mais je m'abonnerai et je continuerai à m'abonner. Ce qui n'exclut pas qu'on peut le lendemain acheter le journal, à condition qu'on me promette un développement pour m'amener des informations complémentaires que je n'avais pas,
ou en tout cas m'éclairer sur des décisions qui ont été prises et pourquoi elles ont été prises. Le journal, la presse écrite doit aller beaucoup plus loin que la simple information. Elle doit aller dans l'analyse. Mais pour ça, il faut faire de l'investigation. Mais ce qu'ils en font. Mais ceux qui sont mes lecteurs, pardon, je vais les capter quelque part parce que nous avons dit tout à l'heure, et c'est vraiment très important, qu'aujourd'hui, nous assistons à une véritable révolution. Ce n'est pas une évolution. Nous assistons à une véritable révolution de la communication. Et c'est la raison pour laquelle nous devons forcément nous adapter. Par exemple, le modèle économique, c'est quoi? C'est qu'on fait, on développe des radios, la presse écrite, des journaux. C'est pour capter l'argent de la publicité qui nous fait vivre. Capter l'argent de cette publicité-là. Avant, nous attendions les pieds sous la table, que l'annonceur vienne nous voir parce que j'ai dit la veille, écoute, j'ai de très belles émissions, j'ai des émissions très attractives qui concernent les femmes, les enfants, les ceci, mais je suis là, les pieds sur la table, vous, le directeur commercial, dépêchez-vous de les accueillir pour qu'ils vous donnent l'argent. C'est terminé ça. La publicité a tendance à aller quelque part, là où elle est plus visible. C'est sur l'Internet, c'est sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'autre solution pour la capter que de l'accompagner là où elle veut aller, ou bien de l'attendre là où elle veut aller, là où elle ira de toute façon. Je l'y attends, je l'y accompagne. Ça change, la valeur change. Et c'est fondamental qu'il faut que nous nous adaptions. Je ne sais pas combien de fois il va falloir le dire et comment il va falloir. Je vous donne un exemple. Ce qui se passait avant avec une chaîne de télévision. Les gens étaient ébahis là devant l'écran à voir des trucs techniquement très beaux. Une chaîne de télévision bien habillée, tout le monde en veut. Et que faisait la télévision avant? Elle faisait de la production, elle faisait de l'édition, elle faisait du transport de signal, elle faisait de la diffusion, elle faisait de l'archivage. Ça fait trop. C'est 5 sociétés qui font ça aujourd'hui. 5 sociétés tout à fait différentes. Si aujourd'hui, les télévisions sont absous de la production, le transport TDS le fait pour eux, la diffusion TDS le fait pour eux, pour elle, pardon, excusez-moi. La télévision, le transport, la diffusion, l'archivage, la mesure d'audience, tout ça, TDS va le faire pour elle. Elles n'ont plus que l'édition à faire. Mais qu'elles se concentrent sur l'édition, mais en passant, elles se rendent compte que, en fait, le gros bénéficiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le producteur. Vous avez remarqué les séries et les fictions qui passent aujourd'hui, comme par exemple Infidèle ou autre. C'est rempli, c'est bourré de publicité. La bouteille de coca qu'on boit, la bouteille d'eau qu'on boit, la voiture Volkswagen dans laquelle on entre, etc. Le bar dans lequel on tourne, le restaurant où on va manger, c'est bourré de publicité. Une publicité qui est collée au produit. Tu ne peux pas l'enlever à la diffusion. Avant de venir te voir, le producteur a déjà rentabilisé son produit. Mais l'autre chance qu'il a aussi, c'est que lui, sa publicité va passer de façon pérenne. Même des annonceurs vont le trouver sur l'Internet, amener dans son serveur de la publicité à tout le monde. Quand vous allez regarder Infidèle dans l'Internet, vous embarquez sur la publicité, vous venez regarder une autre publicité que vous n'aviez pas vue à la télé, qui n'est pas contenue dans le produit. C'est un produit vivant. Avec l'Internet, le produit ne meurt pas. À chaque fois qu'on le télécharge, il y a la publicité qui arrive, qui vient. Mais le diffuseur, lui, c'est à la diffusion qu'il a récolté quelques miettes, point barre. Mais le producteur, non seulement il a pris sa part de ces miettes, il t'a embarqué de la publicité que tu vas diffuser forcément en diffusant son contenu, mais aussi son contenu qui est dans l'Internet ne mourra pas, il vivra demain, le lendemain, le surlendemain, 3 mois après, 4 mois après, les gens continueront à regarder ce produit-là. C'est juste dire que la partie noble du métier, pour ce qui est de la télévision, ce n'est pas la diffusion, ce n'est pas l'éditeur, c'est le producteur. C'est lui qui gagne à tous les coups. C'est lui qui donne le contenu, parce que c'est pour le contenu qu'on est là. D'autant plus que le producteur sait que le contenu, on peut le voir sans passer par la télévision.
on peut l'apprécier sans passer par la télévision telle que nous l'entendons. On peut le projeter sur un écran de télévision. Moi, quand je regarde une série par l'Internet, que ce soit vous, tout le monde d'ailleurs, avec YouTube, vous avez plein pot sur votre téléviseur. Vous n'avez pas YouTube, vous êtes connecté à votre téléviseur. Votre téléviseur vous le donne plein écran comme la télévision le faisait. Parce que je disais tantôt que l'écran, le vecteur, il n'est plus. La télévision, c'est un téléviseur, c'est un écran d'ordinateur. Un écran d'ordinateur qui me permet de regarder tout ce que je veux dans les mêmes conditions que la télévision, mais quand je veux, avec l'outil que je veux. Il est absolument certain que tous les métiers qui gravitent dans la communication, surtout la communication audiovisuelle, il faut s'adapter, il faut se vendre pour recevoir la publicité. Il faut aller vers là où la publicité est diffusée, là où elle va. On l'accompagne ou on l'y attend, mais elle ira là-bas. Sinon, merci. Je vous garantis que ce sera très difficile. Très difficile. Merci. Félicitations à TDS, qui est dans son rôle. Heureusement ou malheureusement, pardon, l'infrastructure n'est pas encore prête, mais quand l'infrastructure sera prête, mettez le passage normal, le passage obligé de tous les éditeurs pour aller vers tout ce qui est e-santé, e-environnement, e-télévision et même la diffusion internationale. Pour quelle raison? Une chaîne de télévision pense qu'elle ne peut se rentabiliser que par la publicité. Imaginez un peu que toutes les chaînes de télévision du Sénégal aillent ensemble. Au lieu que chacun paie pour monter sur le satellite 50 millions tous les 3 mois, chacun paie 50 millions. Pourquoi ne pas payer 50 millions pour amener tout le monde en même temps? La mutualisation. Mais une fois que vous montez, vous allez trouver en France un diffuseur, vous entrez dans son bouquet. En Allemagne, aux États-Unis, en Australie, partout où il y a des Sénégalais dans le monde qui voudront toujours regarder les chaînes de télévision sénégalaises. Et la force est là. La force est là. C'est-à-dire, le patrimoine qu'on a, culturel qu'on a, nous pousse à toujours avoir une préférence nationale. Où que vous soyez, même aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Mais si vous allez ensemble, s'il y a un package de 20 chaînes de télévision qui sont dans un bouquet à Montréal, qui sont dans un bouquet à Sydney, qui sont dans un bouquet quelque part en Allemagne ou en Australie. Mais imaginez qu'il suffit simplement que pour chaque chaîne de télévision, il y a 1 franc ou $1 qui soit payé par 1 million de personnes qui regardent à travers le monde. C'est $1 million de revenus par jour. Je vous assure que c'est fort possible. Mais si chacun y va tout seul, vous allez gagner la même somme, mais vous allez donner une bonne partie pour celui qui vous transporte par le satellite. Celui qui diffuse prendra une bonne partie. Il faut que les gens acceptent de travailler ensemble, de confier à un organisme comme TDS la diffusion à l'international. Qu'ils acceptent d'y aller ensemble. Alors, et je vous assure alors, qu'ils n'auront même plus besoin de publicité au Sénégal. Il suffira simplement qu'ils gagnent $1. $1 simplement, et qui se partagent le dollar tous les jours. Ça va faire beaucoup d'argent. À l'échelle mondiale, les Sénégalais partout où ils sont, tous ceux qui s'abonnent à des bouquets, parce qu'il ne gagnera pas, parce qu'on a regardé son émission, mais parce qu'il est dans un bouquet, le bouquet de Bouygues ou le bouquet de Free, et que Free lui restourne une certaine somme tous les jours, multiplié par 30 jours, multiplié par 365 jours. Quelque part, les gens l'oublient. Un ami, Philippe Panzini, me disait, mais il y a des jeunes Européens, des jeunes Canadiens qui vivent actuellement très bien. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Ils se mettent à 3 ou 4. Ils développent simplement une application. Une application qu'ils vont vendre à $2 ou $3. Mais tu peux t'imaginer une application qui marche, que les gens aiment bien. Vous le vendez à 3 millions de personnes. C'est 3 millions fois $2. Le jeune garçon qui n'a même pas 20 ans devient tout de suite millionnaire. Mais c'est cette échelle de valeur qu'il faut voir. Demandez à un Sénégalais de travailler sur une application. Il va vous dire, ah, 300 francs, 1000 francs, 1000 francs, non, mais qui riche. Mais 1000 francs, si tu le vends à 1 million de personnes, tu es millionnaire. Tu es millionnaire tout de suite. Et c'est comme ça que les grands groupes que nous connaissons, comme Google, etc., c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Les GAFA. Avec des centimes, rien du tout, rien qu'avec des centimes, mais des centimes que versent des milliards de personnes. Et c'est ainsi que Google, WhatsApp, etc.,
ces grands groupes-là ne gagnent jamais $100 sur quelque chose. Ils ne gagnent que $1 ou 50 cents sur une opération. Mais multiplié par combien de personnes? Tout est là. L'avenir est devant nous à condition de comprendre le mécanisme par lequel nous allons l'accompagner. Nous allons y aller ou nous allons périr. Nous allons accepter de réfléchir, de travailler en synergie, d'agréger tout ce que nous pouvons pour être ensemble, ou bien nous allons changer de métier. Changer de métier, Abdou. C'est ça qui nous menace. Merci beaucoup, Abdou. Justement, le doyen vous tend la perche. Je rebondis vraiment en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les applications, donc doyen Bal, c'est extrêmement pertinent. Et je dis encore une fois, vous prenez les 25 quotidiens, c'est malheureux de ne pas avoir un quotidien qui dispose vraiment d'une application. Alors que vous prenez nos smartphones, vous avez les applications de Figaro, de Le Monde, les Échos, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Et Muntaga l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, le PDF, mais regardez les groupes auxquels vous appartenez, par exemple, les groupes WhatsApp. À 7 h du matin, vous avez les PDF. C'est que derrière, l'Internet, le numérique, c'est un couteau à double tranchant. Derrière, vous avez les PDF presque de la quasi-totalité des quotidiens. Et cela aussi, c'est un manque à gagner. Moi, si j'ai le PDF, mais je n'ai pas besoin d'acheter le journal, n'est-ce pas? Donc, là aussi, derrière, il faut impérativement qu'il y ait une sécurité informatique, faire de sorte que le PDF ou bien le fichier ne puisse pas être donc partagé donc, avec les autres. L'autre, c'est un peu les FAI, les fournisseurs d'accès Internet. Je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer effectivement en ce sens, que ce soit, disons, les opérateurs de téléphonie ou bien les FAI comme Arc Informatique, etc. Je pense qu'ils peuvent accompagner ces entreprises de presse en mettant en place ce qu'on appelle, par exemple, des kiosques numériques. Orange avait réussi à continuer avec kiosque numérique. Et aujourd'hui, et je connais un kiosque numérique, mais qui est porté par des étrangers, par des concitoyens d'autres pays et qui ont réussi actuellement, ils sont en train de gagner de l'argent. Mais pourquoi je ne dis pas que le Sénégal manque d'expertise en ce sens, non, mais c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut un travail collaboratif, que les entreprises de presse sortent effectivement de leur coin pour voir comment nouer des partenariats avec les opérateurs téléphoniques, comment nouer un partenariat avec les, disons, ceux qui évoluent dans les télécommunications ou bien en informatique, etc., pour quand même réussir ensemble cette révolution. Moi, je ne parle pas d'évolution, je parle plutôt de révolution. Et je termine sur un point, c'est effectivement la vente. Vous prenez les 25, encore une fois, vous allez me dire que je me répéter concernant les 25 quotidiens. Mais il n'y a que 3 qui coûtent 200 francs. Alors que vous prenez les 25, les plus de 15, c'est 12 pages à 100 francs. C'est inimaginable dans un pays. 100 francs, qu'est-ce que tu peux faire? 100 francs, il faut vendre presque combien? 50, 100 numéros pour avoir, je ne sais pas, 100 000 francs, etc. Mais le coût de l'impression, un journal à 100 francs, les 30% sont déjà captés par les grossistes et les revendeurs. Les 70% maintenant reviennent à l'éditeur. Et sur les 70 francs, il prend une partie pour payer l'imprimerie. Il prend une partie, etc. Mais la vente absolue, elle est insignifiante par rapport à ce domaine. Il faut revoir effectivement ses prix, réviser ses prix. Et vous allez me dire que la population ne va pas acheter. Mais c'est vrai, la population, il faut l'accompagner en la sensibilisant et en disant que maintenant, l'information ne tombe pas du ciel. L'information, c'est une somme de facteurs qui ont été réunis pour pouvoir effectivement produire cette information. Et en France ou bien dans d'autres pays occidentaux, mais il y a ce qu'on appelle le financement par le public. Le financement par le public, il y a 3. Soit on a la redevance, je parle sous le contrôle de M. Bal, la redevance, le mécénat ou bien même l'abonnement. Et aujourd'hui, quel est le foyer au Sénégal qui accepte de payer parce qu'il a regardé la RTS? On paye la redevance, par exemple, à la RTP, mais est-ce qu'un foyer, un chef de famille accepte de payer une redevance parce qu'elle a utilisé les services de la radio, de la télévision sénégalaise? Bon, on va se dire que non, c'est un service public de l'information, on regarde sans payer. Mais non, la TNT, est-ce que ce n'est pas le moment de faire une évaluation, par exemple, de cette initiative pour voir maintenant que la population accepte de contribuer si elle veut continuer à avoir les bonnes informations, que la population accepte de lire, de payer un article, de payer à 1 000 €, de payer, bon, c'est trop dire. Mais au moins,
qu'il y ait vraiment une participation financière, pécuniaire de la population si elle veut avoir la bonne information. Et on est très exigeant. On est très exigeant. Pourquoi elle attend jusqu'à demain pour nous donner une information, etc. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Il faut s'adapter. Et du coup, peut-être M. Bal est trop dur en disant qu'il faut s'adapter ou bien disparaître. Mais moi, je suis pour que le papier ne va pas disparaître. Et je pense qu'il y a beaucoup de penseurs, en tout cas que ce soit Dominique Bolton, d'autres grands spécialistes, il y a cette relation anthropologique, cette relation sociale entre la population, entre l'être humain et le souci. Donc, du coup, on pourrait je vais être beaucoup dans les catégories en disant qu'effectivement, le papier va exister, mais je pense qu'il faut effectivement mettre en valeur l'archivage. Regardez les journaux qui existent il y a 15 ans. Mais l'archivage, on peut numériser. Et pour accéder, il faut payer. Et là, ça peut être une source de financement pour l'entreprise de presse écrite. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. C'est vrai que le digital est là. Il y a des avantages, comme quoi il y a des inconvénients. Parce que aussi, on partage les PDF. On se partage aussi sans pour autant payer. Et je pense que c'est un manque à gagner aussi pour les journaux. Merci, Ousmane. Merci Fatima Wan de Plan 24. Le journalisme, par définition, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, il y a le recueil des faits, évidemment, il faut pouvoir recueillir des faits différents. Il faut pouvoir les étayer, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être sûr qu'on peut vérifier telle ou telle information en recueillant d'autres sources. Voilà. Il y a le témoignage, il y a l'analyse, etc., l'explication, tout ça. Donc, le journalisme, c'est énormément de facettes. Hein. Donc, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être, on n'a jamais pu d'ailleurs, être partout en même temps. Ensuite, le citoyen qui témoigne, je trouve que ça, d'abord, ça a toujours été quelque chose d'important comme source primaire pour les journalistes. Mais ce n'est pas parce qu'on témoigne, je vous donne énormément d'exemples là-dessus. Hein. Ce n'est pas parce qu'on témoigne d'un fait que ce fait est significatif pour la société. Il peut être significatif de quelque chose. Si par exemple, ici, dans le quartier où j'habite, je suis victime, évidemment, je ne le souhaite pas, mais d'un cambriolage. Bon, si je témoigne à titre personnel, ça reste un peu divers, j'ai vécu un cambriolage, ça ne veut pas dire pour autant que le quartier est dangereux, qu'il y a énormément de cambriolage qui se passe dans le quartier. Et ça, le rôle du journaliste, c'est d'être capable de faire un processus plus large en disant attention, c'est le premier cambriolage dont on entend parler dans le quartier, ou alors c'est le 10e cette semaine, etc., la population n'en peut plus, etc. Donc tout ça, c'est un vrai travail de mise en perspective qui demande une recherche. Donc, le témoignage du citoyen, c'est quelque chose qui est important, qui vient en appui, évidemment, du rôle du travail journalistique. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une concurrence. Moi, je vois ça d'un très bon œil. D'ailleurs, ce qu'on fait avec les offres sur France 24, c'est absolument fantastique parce que ça nous aide à voir. Et d'ailleurs, vous voyez, nos journalistes, non seulement ils recoupent toutes les informations qui sont fournies par les offres, ce n'est pas diffusé tel quel, ils sont recoupés, etc. Et ensuite, régulièrement, nos journalistes vont sur le terrain à la rencontre des témoins privilégiés sur les autres, et avec eux, ils font un travail journalistique important. Donc, c'est quelque chose qui vient en appui, qui est très intéressant, qui est justement avec l'avènement du numérique digital et des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose en plus, mais de très important, de plus rapide, de gens, justement, qui peut apporter une couleur, un témoignage qui est plus vrai, qui est quelque chose de différent, supplémentaire, qui apporte une couleur différente à notre travail. Et c'est très important, et ne c'est pas du tout une concurrence. Moi, d'ailleurs, je le dis très bien, et je me dis, plus il y en aura, plus justement on pourra aller vite sur certains sujets qu'on pourra traiter plus facilement, parce qu'on aura des témoins privilégiés, etc., dans certains endroits. Ce n'est pas du tout une concurrence, c'est une classe maintenant. Alors, je vous ai servi un élément sans lancement parce que réagissez un peu à la question de savoir si le journalisme citoyen était une menace en quelque sorte pour le journalisme classique, le vrai journalisme, parce que de plus en plus, on n'a plus le monopole peut-être sur l'information primaire, d'autres acteurs
peut-être ne la traite pas, mais la relaie, et de ce point de vue, il devient difficile d'avoir l'exclusivité parfois de certains événements. Je vois que l'heure avance très vite. Est-ce que ça vous arrangerait une minute pour chacun, façon de conclure un peu? Je vais démarrer par Mountaga Sissé, qui n'a pas pris la parole depuis tout à l'heure. Oui, sur la question journalisme citoyen versus journalisme classique, ce que je pense, c'est que, Ousmane, peut-être en 2012, on pouvait dire que le journalisme citoyen était une menace. Mais aujourd'hui, ces 2 dernières années, on prouvait qu'on a toujours besoin du journaliste classique, surtout sur la vérification des faits. On a eu énormément de discussions, de débats sur les fake news, sur la désinformation et tout. Et du coup, d'après certains sondages, les citoyens prennent beaucoup plus de recul pour croire en une information. Et généralement, s'il s'agit d'une information relayée par un journaliste reconnu, etc., les gens donnent plus de crédit à cette information-là. Donc, c'est comme s'il y avait une revanche des journalistes par rapport à cette menace-là qui allait venir. Du coup, le constat est que c'est vrai, le journalisme citoyen va continuer d'exister. Il y a certaines choses qui seront forcément publiées, partagées sur Internet d'abord par les journalistes citoyens, mais voilà, le journaliste classique va se saisir de cette information-là pour terminer le travail, pour faire une analyse approfondie, pour faire une investigation, etc. Moi, je pense qu'effectivement, le journalisme a quand même de l'avenir, surtout sur cet aspect-là, surtout sur tout ce qui est aux fake news, au fact-checking, à la diffusion de la vraie information, l'information vérifiée, crédible, etc. Merci beaucoup Mountaga. En plus, effectivement, de la vérification de l'information qui reste le cœur de notre métier, il y a aussi la mise en perspective qui reste aussi l'apanage de notre profession et qui nous distingue des amateurs de l'information. Une autre minute à quelqu'un d'autre, Mariam Sira Bomboté de TDS. Oui. Alors, pour conclure, moi, je suis ravie d'avoir participé à ce panel parce que, encore une fois, je trouve que c'est important de confronter les idées, de confronter les réalités parce que ça permet d'avoir plus de visibilité sur les problématiques qui sont saillantes. Moi, si je devais faire un petit résumé par rapport à ce que j'ai pu partager, en termes de diffusion et puis par rapport à la transition numérique dans le paysage audiovisuel sénégalais, aujourd'hui, voilà, il est important que tous les acteurs se mettent dans la perspective non seulement que c'est un changement que nous devons tous vivre, par rapport auquel nous devons nous positionner, et puis être tournés vers l'avenir. Encore une fois, il y a ce défi donc des nouveaux usages qui est à relever, et tout le challenge se fera à ce niveau-là parce que désormais la télévision ne se consomme plus sur l'écran qu'on a dans le salon, mais voilà, elle se consomme sur différentes plateformes et il va falloir ajuster l'offre. Il va falloir valoriser l'offre et voilà, et avoir avoir des modèles économiques qui vont essentiellement reposer sur cette mise en contexte. Merci beaucoup Mariam Sira Bomboté, Communication Officer à TDS SA. TDS que l'on attend beaucoup d'ailleurs sur cette problématique effectivement des business models parce que sans les business models, évidemment, on se trompe de stratégie, on fait une sortie de route et on sait un peu les conclusions malheureuses des sorties de route. Doyen Mamadou Bal? Oui, merci Ousmane. En fait, moi, j'allais dire tout de suite, oui, à l'attention de mon cher Abdou, je crois que quand tu parles de Sénégalais qui vont acheter une application, etc., ou Sénégalais qui vont se payer pour lire un article, faut faire très attention parce que quand vous avez une application très dynamique, déjà un article que vous y mettez, vous devez pouvoir l'accompagner de publicité à condition de mettre en place les infrastructures pour ce faire. Les annonceurs savent que de toute façon, ils vont aller dans votre journal, mais ils vont être accompagnés ou ils vont vous accompagner sur votre application
ce qui démultiplie le nombre de vues, mais ils sont sûrs aussi que de toute façon, leur publicité franchira les frontières sénégalaises. Ne pensez pas que la cible soit seulement des Sénégalais. La cible peut être 1 million de personnes derrière ou 2 millions de personnes derrière qui peuvent se retrouver un peu partout dans le monde, et surtout les Sénégalais. Je crois que cette ouverture-là n'est pas à négliger. Il faut que le soleil évolue. Il faut que les journalistes sachent, de la presse écrite, sachent qu'ils peuvent évoluer, qu'ils peuvent entrer dans le net. Ils sont obligés d'y entrer. Il faut qu'ils y entrent, qu'ils se donnent les moyens d'y entrer et de capter la publicité pour accompagner cette publicité, aller avec cette publicité-là sur le net. C'est très important à comprendre et il faut travailler dessus. En dehors de ça, je te donne une autre information. Hein, c'est qu'il n'y a pas de redevance pour les Sénégalais ne payent pas de redevance. Non, jamais payé de redevance. Ce qui se faisait, le financement officiel se faisait par un apport financier émanant d'une taxe sur le fuel lourd, sur le pétrole, le fuel lourd qu'utilisait la SAR. Mais depuis des années X années, la SAR n'utilise plus de fuel lourd, mais du fuel lourd. Or, la loi donc, il faut changer le texte. Hein? La loi à l'Assemblée nationale portait sur le fuel lourd. Si bien que les Sénégalais, ce n'est pas comme les Ivoiriens ou les Marocains, sur leur facture d'électricité, il n'y a pas de redevance télévision. Non, les Sénégalais ne paient pas de redevance. C'est l'État qui finance. C'est l'État qui finance. Et maintenant, d'ailleurs, avec le président Macky Sall, qu'il faut remercier au passage, c'est fait de façon très régulière. Mais avant, la télévision, pour acheter du matériel, devait attendre qu'il y ait des élections présidentielles ou législatives, pour acquérir du matériel. Et pour payer les salaires, bien sûr, il y avait une gymnastique extraordinaire que le DG de la RTS devait faire entre le peu d'argent qu'il pouvait soutirer des organismes d'État en leur faisant payer la publicité, plus maintenant les spots publicitaires ou autres qui devaient passer, si bien que boucler la fin du mois, ça a été toujours un gros problème à la RTS. C'est le président Macky Sall qui a trouvé une solution, une très belle solution qui fait que ce problème est maintenant derrière nous, mais il n'y a jamais eu de redevance au Sénégal. Et pour conclure, moi j'invite seulement les éditeurs de chaînes de télévision, puisque c'est un monde que je connais le mieux, je les invite à arrêter de produire, à utiliser des producteurs privés. Je les invite à faire de l'édition, à s'appuyer sur la TDS pour pouvoir avoir une mesure d'audience qui peut leur permettre d'évaluer leurs émissions heure par heure, de s'appuyer sur TDS pour pouvoir se mettre ensemble, en synergie, aller ensemble, attaquer le monde ensemble avec un bouquet qui a une valeur, pas pour les Touba players, mais qui a une valeur pour les Africains, surtout pour les Sénégalais, où qu'ils puissent être dans le monde. Ça peut leur rapporter énormément d'argent. Quand y allant tout seuls, ils dépenseront beaucoup et gagneront très peu. En allant ensemble, ils vont gagner beaucoup et ils vont dépenser moins. Moi, je voudrais bien que l'on accepte que la chaîne de valeur, elle a définitivement changé. Définitivement changé, qu'on le veuille ou pas. On a beau essayer de se rabrouiller pour s'accrocher encore à cette chaîne-là, elle va vous fondre entre les mains. Les éditeurs doivent l'accompagner, doivent le savoir. Ils doivent savoir que le monde change et le monde change en tout. La communication, c'est le modèle économique de la communication audiovisuelle aussi, est en train de changer sous nos yeux. Essayons de nous y adapter et remercions Dieu de nous tenir encore suffisamment éveillés pour y penser, au lieu de le regretter dans plusieurs années. Merci. Merci beaucoup Mamadou Bal, expert audiovisuel, ancien directeur de la télévision nationale. Une mine d'informations et d'expertise à la fois, machallah. Et nous vous remercions d'autant mieux que chaque fois que nous vous invitons et que votre agenda, évidemment, qu'on l'imagine surchargé, le permet, vous venez toujours répondre à notre invitation. Pour nous, c'est très, très important. Soyez encore une fois remerciés. Et nous sommes sûrs que nous pourrons vous avoir dans d'autres sessions parce que c'est une thématique qu'on n'épuise jamais. Il y a tellement de sous-thématiques sur lesquelles on reviendra plus tard avec une synergie de tous les acteurs pour faire un peu un suivi de ce que vous venez de dire. Tous les acteurs autour de la chaîne de valeur quand on parle de l'audiovisuel au Sénégal. 1 minute à Abdou Diaw. Oui, merci. Encore une fois, Doyen Bal, vraiment tous mes respects et la clairvoyance et la clarté vraiment dans les idées. Effectivement, donc vous m'avez rejoint. Je précise que je n'ai pas dit que au Sénégal on paye la redevance. C'est une question que je me suis posée, quoi. Je disais que
est-ce que les Sénégalais accepteront de payer une redevance, donc disons aux chaînes publiques de radio, mais au Sénégal, effectivement, on ne paye pas. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Sénélec, j'avais entendu parler, donc heureusement que j'ai été éclairé effectivement pour ce cas-ci, et je pense, merci encore une fois pour la précision. Moi je dis que pour la presse écrite, encore une fois, après je vais insister sur ça. Il faut de voir que les patrons de presse et que l'ensemble des organisations, parce qu'il y en a plusieurs, acceptent effectivement de poser le débat. Acceptent de poser le débat en organisant effectivement des rencontres, de réfléchir sur la question. Et voir maintenant, mais les pays limitrophes, que ce soit le Maroc, surtout le Maroc, essayer de voir les success stories, quelles sont les bonnes pratiques et de les copier. Je pense qu'il y a des belles pratiques, des belles réussites. Je pense qu'il n'y a aucune excuse effectivement de pouvoir les copier et pouvoir s'en inspirer et puis de voir les pratiquer au Sénégal si possible. Et voir comment maintenant organiser, éviter une atomisation des entreprises de presse aussi. Pourquoi il ne peut pas aller dans une dynamique d'ensemble et devenir beaucoup plus fort, en ce sens. Et je pense que c'est extrêmement important. Et ce débat-là, ce panel, je pense que peut constituer effectivement, un déclic pour venir poser le débat à une échelle beaucoup plus grande. Et pourquoi ne pas des assises nationales du financement de l'audiovisuel, de la presse d'une manière générale. Et je pense que des idées vont sortir pour quand même adapter nos entreprises de presse, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite, effectivement, au nouveau contexte. Et je pense que elles ne s'en porteront que mieux donc concernant leur modèle économique. Il faut le rappeler quand même, appeler effectivement à se réinventer. Merci beaucoup encore une fois et les débats étaient très intéressants. Merci à l'ensemble des panélistes qui ont accepté encore une fois de répondre à notre invitation. Merci au public et pour les contributions notamment de Djibril Diao. Merci à tout le monde. Je rappelle que ce panel fera l'objet d'un replay, comme disait Muntega, sur YouTube et l'ensemble de nos plateformes digitales pour permettre, un, de le partager, mais deux, de revisionner un peu ce qui a été dit. Et Abdou, c'est promis, nous ferons un suivi, j'ai envie de dire, physique et concret de ce panel. Ça sera peut-être notre contribution de journalistes dans le secteur pour voir comment on pourrait évoluer, réunir l'ensemble des acteurs, en tout cas les différentes sensibilités, pour voir ce qu'on peut faire, en tous les cas ce qu'on doit faire pour que les médias puissent se connecter à la nouvelle donne, parce qu'il s'agit simplement de l'avenir de notre métier qui est en jeu. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous serons le 21 avril et puis nous mettrons sur la table, évidemment, une autre thématique en lien avec la marche du digital au Sénégal et à l'étranger. À bientôt. Bonne fin d'après-midi ou bonne soirée. À bientôt. Bonne coupure. Au revoir.